Et ça, vraiment, ça m'inspirait, ça me motivait. Donc voilà, juste pour dire que quand vous avez une passion, quand vous avez un rêve, ben, croyez en ce rêve et donnez tout pour pouvoir y arriver. C'est ce que, Dieu merci, je vais dire, j'ai réussi à réaliser jusque-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire de ma modeste personne. Merci. Je suis Georges Yao Yao. Sur le plan professionnel, je suis expert comptable, cofondateur d'un cabinet d'audit et de conseil. Sur le plan sportif, j'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis le président de la commission finance de la Fédération ivoirienne de football. Je suis également membre de la commission finance du COCAN. Et enfin, je suis président d'un club de football qui est le Star Olympique Football Club d'Abobo. On a abrégé Sol FC. C'est un club de Ligue 1 en Côte d'Ivoire, en Ligue 1 depuis plusieurs années. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Merci Georges. Georges était un frère et un ami, donc c'est bon qu'on se retrouve. Moi c'est Youssouf Diarra, je suis administrateur civil, je suis en fonction au cabinet du Premier ministre et actuellement je suis chef de département au COCAN. J'ai travaillé pendant 15 ans au PNUD et avant le PNUD j'étais à la Banque mondiale, avant la Banque mondiale j'étais à l'Union européenne et avant j'étais à UNOPS, c'était mon premier poste aux Nations Unies. Et dans les années 2003-2004, pendant la crise, j'étais au ministère de la Solidarité et des Victimes de guerre. Voilà, donc je me présente ici pour ce panel. Merci. Mais très rapidement, je voudrais, comme le président de Sol FC est là, qu'on salue la mémoire du président Sanogo, l'ancien président de Sol FC, malheureusement, qui nous a quittés l'année dernière, c'est ça. Merci à nos brillants panélistes. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet, qui porte essentiellement sur l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et au titre de ce panel, nous souhaitons mettre un accent particulier sur le sort de nos infrastructures sportives. Nous le savons tous, le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le chef de l'État, n'a pas lésiné du point de vue financier. Nous avons effectué des investissements massifs, que ce soit pour le parc sportif, c'est-à-dire tout ce qui concerne les stades de football, les stades d'entraînement, et également tout ce qui va avec, tout ce qui concerne les hôtels et tout et tout. Et aujourd'hui, nous faisons un constat généralement, surtout à l'occasion de l'organisation de grands événements sportifs en Afrique. On a vu précédemment le cas du Gabon, avec par exemple l'infrastructure sportive du stade Omar Bongo. Il y a également eu le cas de l'Afrique du Sud, avec certains stades, de nombreux stades qui ont été construits à l'occasion de la Coupe du Monde, qui aujourd'hui ont été abandonnés. Et pour Denkiem, nous pensons que c'était pertinent pour nous de nourrir cette réflexion-là. C'est avant les débuts de notre CAN qui débutera en janvier, quel pourrait être le sort de nos infrastructures sportives? Quelles pourraient être quelques pistes de réflexion pour ne pas subir ce que d'autres pays africains ont dû subir, comme le cas du Gabon avec le stade Oumar Bongo, comme je l'ai dit précédemment. Et sans plus tarder, j'aimerais déjà avoir les impressions du représentant du COCAN face à cette situation. Merci. Donc vraiment pour détendre l'atmosphère, je rigole un peu parce que ce n'est pas une question qui est l'apanage à l'Afrique seule. Ça, il faut déjà situer le contexte. Il ne s'agit pas de l'Afrique qui se trouve dans un état où, après les grands événements sportifs, on trouve les infrastructures en désuétude. C'est 86% des infrastructures dans le monde entier qui ont été construites à l'occasion de grands événements. À la fin de ces événements, se trouvent en désuétude.
On l'a vu à Athènes, on l'a vu même au Grand Brésil, un peu partout dans le monde. Donc ce n'est pas que l'apanage de l'Afrique. Ça, il faut rectifier tout de suite. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est compréhensible, parce que dans les cahiers des charges, très souvent qu'on a pour accueillir les grands événements, il faut répondre aux cahiers des charges. Souvent, les cahiers de charges demandent des choses qui ne sont pas, dont on n'a pas besoin juste après. Donc, c'est dit que si on doit faire le diagnostic, s'il doit y avoir évolution, l'évolution doit se faire sur les deux parties. Les instances qui dirigent, qui gouvernent les grands événements sportifs et les pays qui les accueillent. C'est le premier point. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, nous connaissons tous le plan national de développement, le PND, qui est aujourd'hui à son 3e cycle. Donc, le gouvernement, depuis 2011, le gouvernement du président Alassane Ouattara, le président lui-même, quand il était candidat, avait articulé sa stratégie diplomatique en plusieurs sections. Diplomatie économique, diplomatie sportive et autres. Donc, sur l'aspect diplomatie sportive, donc, le gouvernement avait travaillé à recevoir de grands événements. Vous vous souvenez sans doute que le premier événement qu'on avait reçu, c'était l'Afro-Basket. Après, on a reçu le championnat de taekwondo. Après, on a reçu les Jeux de la francophonie. Et aujourd'hui, on reçoit la CAN. C'est-à-dire que le gouvernement était dans une démarche prospective, n'est-ce pas? Donc, pour ce qui est de la CAN, donc dans l'aménagement du territoire, le gouvernement a vu un certain pôle et il a construit des infrastructures. Donc, nous, au niveau du COCAN, nous, dans notre démarche prospective, on s'est dit, bon, quelle politique, quelle stratégie on peut mettre en place pour accompagner le gouvernement et pour réussir l'aménagement du territoire et pour satisfaire les biens de l'organisation et après doter dans une démarche d'héritage les différentes régions d'infrastructures qui peuvent promouvoir à leur essor. Donc c'est ainsi qu'on a conçu notre stratégie héritage autour de 6 piliers. Donc le premier pilier que nous avons regardé, c'est le pilier du capital humain. Parce que d'ordinaire, quand la CAF organise la CAN dans un pays, elle arrive avec ses experts et elle organise et après elle s'en va avec tout le monde. Donc nous on a décidé avec le président Amicha dans sa stratégie de recruter des jeunes Ivoiriens dans les différents domaines de l'organisation, de les former, de les faire monter en puissance et à eux de livrer la compétition. Aujourd'hui même où je vous parle, il y a des tests d'entretien qui sont en train de se faire au COCAN. Donc ça c'est le premier volet. Donc il concerne le capital humain pour dire que dans une organisation pareille, il n'y a pas que les infrastructures physiques qu'on voit. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'aménagement du territoire. Quand vous prenez une ville comme San Pedro, Yamoussoukro et Korogo, il n'y avait pas de stade dans ces villes. C'est-à-dire que ces villes ne pouvaient aucunement recevoir une équipe internationale dans ces pays. Pourtant, on connaît leurs positions stratégiques. Quand vous prenez une ville comme San Pedro, depuis combien d'années il fallait passer par Gagnoa pour y aller, donc passer une journée de voyage. Donc à l'occasion de la CAN, vous avez la côtière qui a été rénovée, donc vous pouvez accéder à San Pedro en espace de 4 heures de temps. Donc ça facilite au niveau du pays. Vous avez Bouaké aujourd'hui qui est rallié à Yamoussoukro par l'autoroute. Donc en 1 heure, vous voyagez safe et vous arrivez à Bouaké. Donc il y a l'aménagement du territoire. Mais ensuite, il y a la question de la durabilité des infrastructures pour qu'elles puissent non seulement servir pour aujourd'hui, mais pour demain. Comment fallait y faire? Donc, nous avons réfléchi à un modèle économique, un business model, qu'on va mettre autour des stades, dans les stades, avec les différents acteurs qui travaillent sur les stades, de sorte d'abord à leur exploitation pour ne pas que ces infrastructures restent livrées à elles-mêmes, et deuxièmement, par l'utilisation qui sera faite, qu'un modèle économique soit établi, et des ressources qui vont être générées de cette utilisation, on puisse en tirer profit pour leur entretien. Et ensuite, il y a la question de l'environnement. Il n'échappe à personne aujourd'hui qu'il est bon de pouvoir, dans tout ce que nous entreprenons, avoir des normes qui protègent l'environnement. Ainsi, donc, dans le stade de Yamoussoukro, vous allez vous rendre compte qu'il y a un dispositif de retenue d'eau pluviale qui est réutilisé pour arroser tout ce qui est
espaces paysagers. Et en plus de cela, vous avez des poubelles à tri sélectif dans l'ensemble des stades. Et ce qui nous permet de mettre en place une chaîne de valeur dans le traitement des déchets et de sorte qu'il y ait une petite activité économique qui s'en ressorte. Et le stade de Boaké est assorti d'un dispositif qui permet de traiter toutes les eaux usées provenant de ce stade avant de les déverser dans les canaux usuels, en plus de ce que je viens de citer comme bénéfice de protection de l'environnement. Et à l'occasion de la CAN, ce sera pour la première fois, nous allons mettre en place un système de mesure de l'empreinte carbone, de tout ce qui va être fait. Voilà. Donc c'est une autre innovation que nous apportons. Et il y a la question mémorielle. Dans les stades, nous sommes en train de, on a déjà fini de réfléchir sur le modèle, de mettre dans les stades des musées qui vont rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire à la participation de la CAN et l'histoire du sport en Côte d'Ivoire. Si on demande ici dans cette salle à quelqu'un de faire des recherches en une semaine ou bien en 2 jours sur la Côte d'Ivoire, sur Côte d'Ivoire 84, il sera difficile de trouver les vestiges de cette CAN, de l'organisation de cette CAN. Les photos des matchs, le ticket, les maillots, il sera difficile parce que vous allez les retrouver de manière éparse dans plusieurs endroits et ce sera une galère pour vous de les retrouver. Donc il est bon sur la question mémorielle qu'on puisse fixer des endroits avec des informations précises pour que les gens puissent aller les chercher. Et enfin, c'est la question de l'inclusion, de l'éducation. Quand vous prenez nos régions aujourd'hui, ici, une fille dit je vais aller jouer au football ou bien tout de suite, ben, nous serons les premiers à lui dire mais tu n'as rien à faire. Pourtant, bientôt la Côte d'Ivoire va accueillir la Women Champions League, le championnat des femmes donc, de football. Les femmes aujourd'hui au football, on a vu le championnat de football féminin en France, mais c'était extraordinaire. Donc il est bon que dans cette tendance d'inclusion, il puisse y avoir des programmes qui seront adossés au musée pour qu'on puisse expliquer aux gens les métiers, les différentes dérivés du sport. Et également apprendre aux gens à l'utilisation du bien public. Parce que quand on est fâché dans un stade, qu'on casse tout, bon, ce n'est pas au gouvernement qu'on le fait. Voilà. Donc voici ramasser d'autres stratégies. Comment va se faire notre business model ? Quand vous allez au stade de Lyon, qui est géré par Groupama, vous voyez que toutes les salles qui sont dans les stades ont été transformées en salles comme ça pour accueillir les séminaires. Donc, les gens vont faire des séminaires dans les stades. Vous avez des restaurants, vous avez des librairies, vous avez des magasins, vous avez une boutique. Et vous avez l'essor d'autres sports, le rugby, l'athlétisme, et même des concerts qui se font dans ces stades. Donc ce modèle économique va permettre de faire tourner les stades toute l'année, va permettre de générer des ressources, va permettre de faire monter en puissance de nouvelles compétences, et également va en termes d'attractivité tirer des gens vers le pays. Aujourd'hui, vous voyez déjà que le Burkina et bien d'autres pays de la partie septentrionale de notre pays ont délocalisé les championnats à Yamoussoukro, à Boaké, à San Pedro, ça sera ainsi. Et des opérateurs économiques pourront organiser des galas. Organiser un gala de football à Korogo, entre le Mali et le Burkina au stade de Korogo, ça peut se faire. Donc le fait que l'infrastructure soit là, ça crée une certaine attractivité. Donc pour ne pas être trop bavard, je m'arrête là. Merci infiniment, monsieur Youssouf Diarra. Sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à monsieur Georges Yao Yao. Vous, en tant qu'acteur principal, en tant que président du club de football, quel regard portez-vous sur le financement qui a été apporté par le gouvernement de Côte d'Ivoire et quel est votre regard sur l'héritage des infrastructures sportives après la CAN 2023? Ok, merci. Donc, en tant que président de club, c'est une bonne chose pour nous d'avoir des infrastructures sportives de bonne qualité. Par exemple, la semaine passée, on a testé le stade au Fouet-Boigny. C'était un match Sol FC contre
la S-Soir. Bon, malheureusement, on a perdu, mais on a eu une pluie de 15 minutes pendant la première mi-temps, aucun problème. On aurait eu la même pluie au stade Champroux, peut-être qu'on n'aurait pas continué le match. Donc, le fait d'avoir des infrastructures de qualité nous permet d'avoir des meilleures compétitions. C'est mieux pour nos athlètes d'avoir des stades où ils jouent sur du gazon au lieu de jouer sur du synthétique, par exemple, parce que ce n'est pas le même effet. Après, il va falloir qu'on s'habitue parce que, bon, on a des stades de dimension beaucoup plus grandes. Quand on joue au stade Fouet-Boigny, ce n'est pas la même chose que jouer à Champroux parce que le stade là, il fait 100 mètres au lieu qu'on ait un Champroux à un peu moins de 100 mètres, par exemple. Donc, on va s'habituer à ça. Après, ça peut créer aussi de l'attractivité pour les supporters parce que les stades sont beaux, très beaux, donc les gens ils seront plus enclins à aller là-bas. Et puis, ça déconcentre le championnat. On ne sera pas obligé tous d'attendre de jouer sur un seul stade. Aujourd'hui, pour le lancement du championnat, on aura, si ma mémoire est bonne, on a Champroux, Parc des Sports qui a été refait. On a un stade, on a plusieurs, il y a Biaka Boda qu'on doit encore adapter sur un certain nombre de choses. Mais après la CAN, ben on va jouer à Korogo, on va jouer à Yamoussoukro, on va jouer à San Pedro, on va jouer à Abidjan. Donc, ça, c'est bien d'avoir ces infrastructures-là pour le championnat, mais en plus du championnat, le fait d'avoir des infrastructures, un terrain d'entraînement au lycée classique, par exemple, ça permet de rapprocher le sport des amateurs. Donc ça va améliorer la pratique sportive. On aura beaucoup plus de gens qui pourront facilement accéder à des infrastructures de meilleure qualité. Parce qu'avant, moi je suis allé à plusieurs matchs par exemple au lycée classique. Bon, le terrain qu'ils avaient, ce n'était pas un terrain qui était correct. Maintenant, avec les infrastructures qui ont été faites, qui sont au COC, dans d'autres villes de Côte d'Ivoire, on peut avoir une meilleure pratique du sport. On peut multiplier les compétitions. Parce que nous, au niveau des clubs de Ligue 1, qu'est-ce qu'on a? On a un club de Ligue 1 masculin, on a un club U20 masculin, on doit avoir un club de féminin qui va être soit en Ligue 2, soit en Ligue 1, en fonction de ceux qui avaient déjà des clubs. Donc, pour organiser toutes ces compétitions-là, il faut des infrastructures sportives. Donc, nous, on est très contents d'avoir beaucoup plus d'infrastructures sportives. Et on se dit aussi qu'on peut avoir, là, je porte ma casquette de Fédération ivoirienne de football. Je pense qu'après la CAN, on aura un regain d'intérêt pour le football. Donc, on peut avoir plus de revenus parce qu'on aura plus de licenciés, par exemple. Donc, tout cet écosystème-là est favorable aux clubs de football, qu'ils soient professionnels ou amateurs, parce que la pratique du football sera généralisée dans le pays. Bon, malheureusement, on a la partie Est qui n'a pas bénéficié de ces infrastructures, mais je pense que les choses se feront au fur et à mesure pour que l'ensemble du territoire puisse bénéficier d'infrastructures de qualité. Et avec les efforts du COCAN et de la fédération, le travail qui sera fait pour le maintien de cet héritage à nous permettra de conserver ces infrastructures dans un bon état sur une longue durée. Voilà. Merci beaucoup, Président. Vous avez mis l'accent sur un point vraiment important, un point clé, la question des revenus. Nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire, généralement, les stades sont construits sur fonds publics. Généralement, à 90%, sont construits sur fonds publics. Donc, j'aimerais savoir, et pour ce faire, je vais adresser la question à M. Eddy Nicolas Nasser, comment les revenus générés par les infrastructures sportives telles que les stades pourraient être réinvestis pour assurer la durabilité financière? D'accord, merci. Mais déjà, avant de répondre directement comme ça à la question, il est bien de resituer le contexte général. Parce que quand on parle d'héritage d'une compétition sportive, alors directement on se tourne vers les infrastructures, puisque c'est ce qu'on voit. Voilà. Mais tout à l'heure, M. Diarra a brossé un peu le sujet, même s'il n'a pas trop approfondi, mais il faut séquencer l'héritage, en fait. Il y a un héritage qui est matériel, donc qui concerne les infrastructures sportives et non sportives, et il y a un héritage qui est immatériel, qui concerne les ressources humaines,
qui concerne l'image générale du pays qui a été vendue à l'extérieur pour attirer des touristes, des visiteurs, etc. Et en général, bon, le problème se pose au niveau de l'héritage matériel, mais plus spécifiquement même des infrastructures sportives. Parce que les autres infrastructures, que ce soit routes, hôtels, centres de santé, par exemple, ont d'autres débouchés que le sport. Donc, continuent d'être bien exploités, même après la compétition. La côtière, on ne va pas la détruire après la compétition. Elle continuera d'être utilisée par les usagers de la route, pareil que l'autoroute, pareil que les différents aéroports, les centres de santé, les hôtels aussi, etc. Par contre, les infrastructures sportives, et c'est là où ça m'emmène à votre question, ont besoin d'être entretenues par le développement de la pratique sportive. Mais avant même d'en arriver au fait de comment on réinvestit les fonds qui sont générés par ces infrastructures, il faut déjà qu'il y ait des fonds qui soient générés. On est bien d'accord. Donc, pour qu'on parle de réinvestissement, il faut qu'il y ait déjà des fonds qui soient générés. Et pour que ces fonds soient générés, M. Diao aussi en a parlé brièvement tout à l'heure, il faut développer un pool d'activités autour de ces infrastructures. Bien entendu, ce sont des infrastructures qui, de facto et a priori, sont orientées vers le sport. Donc, la première source de financement déjà, ce sont les activités sportives qui s'y dérouleront. Et le monde qui sera drainé par ces activités-là, donc les entrées au guichet, par exemple, qui vont servir de source de financement. Ou les sponsors, parce qu'on connaît aujourd'hui la politique, c'est plus courant en Europe, peut-être que ça arrivera ici, de naming des stades. C'est-à-dire qu'une entreprise donne son nom au stade. On a l'Allianz Arena, par exemple, à Munich. On a le Groupama Stadium dont il parlait tout à l'heure à Lyon. L'Orange Vélodrome aussi à Marseille, en France. Donc, des sponsors qui donnent leur nom au stade et en contrepartie de la publicité que ça leur fait, qui injectent des fonds dans les caisses de la société qui est en charge de la gestion du stade. Mais au-delà des activités sportives, il y a un pléthore d'activités extrasportives qui peuvent être menées aujourd'hui autour des stades. On a parlé des boutiques tout à l'heure, par exemple. Il y a des stades aujourd'hui qui renferment des centres commerciaux. Les stades ont des salles de conférence, comme il a dit, qui peuvent être mises en location, donc pour des activités tout autres que le sport, hein, voilà, qui peuvent y être menées. Aujourd'hui, les stades ont des restaurants qui louent ces espaces-là. Il y a même des stades qui abritent des chambres d'hôtel, des Airbnb et autres, donc à l'intérieur des stades. Et on a même vu au Camp Nou de Barcelone des mariages qui avaient été organisés sur la pelouse du stade. Tout ça fait rentrer des moyens dans les caisses de la société qui se charge de la gestion du stade. Bon, je ne parle même pas des concerts. Et aujourd'hui, les exemples les plus marquants en Europe, puisque c'est l'Europe qu'on suit hein, naturellement, ce sont les plus avancés dans la matière. Il y a 2 stades qui n'abritent même pas une dizaine de matchs de football par année, mais qui s'autofinancent, même si parfois elles sont déficitaires au bilan, à l'exercice un peu déficitaire. Ce sont le Stade de France en France et Wembley en Angleterre. Donc ce sont des stades, vous verrez très rarement des matchs. Ils abritent à la limite les matchs des sélections nationales. Déjà, on sait que les sélections nationales n'ont pas des milliers de matchs par année en dehors des grandes compétitions internationales. C'est peut-être une dizaine de matchs maximum. Et encore, l'équipe de France ne joue pas tous ses matchs au Stade de France. Donc, peut-être qu'elle accueille 5-6 matchs de l'équipe de France dans l'année. Et puis les finales de Coupe de France. Bon, il y avait la Coupe de la Ligue qui n'existe plus maintenant. Donc, c'est maximum 10-12 matchs dans l'année. Mais ce stade arrive à générer du revenu, arrive à vivre parce que cette infrastructure a su se réinventer à travers plusieurs modèles même économiques en dehors du sport. Voilà, donc c'est un peu comme ça que les moyens seront générés et que ces moyens-là pourront être
réinvestis pourront être utilisés pour l'entretien déjà du stade et puis les innovations, parce qu'on sait que la technologie évolue. Par exemple, il y a des stades, il y a 5 ans, on ne parlait même pas de vidéo dans les stades. Aujourd'hui, il y a la VAR. Donc, tous les stades ont dû réinvestir de l'argent pour installer le matériel de VAR, donc créer une salle VAR, les caméras, tous les branchements électroniques que ça inclut et tout cela. Et donc, c'est ce genre de moyens-là que doivent être réinvestis, ces fonds-là qui sont générés par les activités du stade. Ok. Il y a une précision qu'il faut apporter. Dans le domaine de l'infrastructure sportive, il y a des patrimoines qui appartiennent à des personnes, à des personnes tierces. Elles peuvent être des personnes morales comme elles peuvent être des personnes physiques. En Côte d'Ivoire, on avait Solbédi qui appartenait, qui était un bien propre de la SEC. Aujourd'hui, à Yamoussoukro, PFO est en train de faire un centre propre à eux. Donc, leur gestion dépend des deniers privés. Donc, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent en termes de ressources qui entrent et en termes de ressources qui sont employées à la dépense. Ici, il s'agit d'infrastructures publiques, donc qui sont intégrées dans la dépense publique, qui, elle, a un ordonnancement qu'il faut respecter. En termes d'infrastructures publiques, tous les fonds générés sont reversés dans une caisse, parce que la dépense publique en Côte d'Ivoire est ordonnée par l'unicité de caisse. Tout ce qui est reçu est versé dans une seule caisse et la dépense est faite selon la loi de finances, le budget de l'État, et une subvention est apportée à la structure, tout et tout. Donc ce qu'il convient de réfléchir, de mettre en avant ici, c'est qu'il faut un nouveau modèle. Parce que quand vous avez une infrastructure dans la dépense publique, vous faites votre budget et il y a la conférence budgétaire et une partie vous est affectée et selon un calendrier, les fonds vous arrivent. Les fonds n'arrivent pas au même moment. Donc ce que je dis, je ne suis pas en train de dire que ceux qui n'entretiennent pas leur truc, non, voilà, parce que l'argent vient à un niveau. Donc quand vous faites entrer de l'argent, ça ne va pas directement dans votre poche, ça va dans les poches de l'État et l'État vous envoie une contrepartie. Donc en termes de textes, il faut faire évoluer les textes pour que ces genres d'infrastructures au niveau des textes puissent avoir une certaine autonomie ou bien puissent avoir une personnalité juridique qui leur permet de pouvoir utiliser une partie des ressources qu'elles engrangent. C'est la première partie qu'il faut voir en termes de ça. Deuxièmement, parce que quand vous prenez un stade, il y a plusieurs corps de métier dans le stade. Donc faire comprendre qu'en termes de ressources humaines, il faut comprendre que le stade est un construit qui met en évidence plusieurs expertises. Parce que dans le stade, vous avez l'OPTV, tout ce qui est opération de télé, qui demande une certaine expertise en termes de connectivité, donc IT, en termes de transmission télé et en termes de gestion des médias. Vous avez une expertise en termes de bâtimentaire, c'est tout ce qui est énergie, parce que l'énergie qui est utilisée dans un stade est différente. Dans un stade, vous avez des groupes électrogènes qui sont là. Dès que vous commencez le stade, vous basculez sur les groupes électrogènes. Et le courant alternatif devient un moyen de backup. Donc, il faut comprendre tout cela. Autour du stade, vous avez des écrans LED qui fonctionnent sur un autre mode d'électricité. Donc, il y a ce type de métier qu'il faut avoir. Les gazons que vous voyez, ça demande une expertise de haut niveau. Et ça demande également du matériel spécifique. Donc ça veut dire que dans ce domaine encore, il faut avoir du capital humain parce qu'on ne peut pas passer son temps à passer marché avec des entreprises qui viennent faire et qui vont... C'est onéreux. Et vous avez également, en termes d'hospitalité, d'accueil dans les tribunes, parce qu'il faut pouvoir vendre les tribunes. Voilà. Donc il y a une expertise qu'il faut avoir pour engager de l'argent, mais il y a également les tests, parce que nous sommes dans la gouvernance. Donc il ne faut pas tout de suite rêver les choses, parce que très souvent, les débats sont superficiels sur les réseaux sociaux. Donc on a 2 minutes, 3 minutes, on ne peut pas aller au-dedans. C'est pour cela que dans le modèle économique que je vous ai présenté, je suis allé sur les grandes lignes. Peut-être si on a le bonheur de faire des échanges, on pourra aller sur quelques points spécifiques. Mais il faut comprendre que les infrastructures appartiennent à l'État.
Et nous, dans le cadre du séminaire sur l'héritage que nous avons organisé à Bassam, nous avons eu un panel sur les dépenses récurrentes des charges d'entretien des infrastructures. Georges est financier et ça nous arrive à nous tous. Quand on veut construire une maison, les moyens que nous mobilisons, c'est pour construire la maison. Mais demain, comment on entretient la maison? Très souvent, on ne pense pas à ça. C'est quand on est dedans déjà, on s'est rendu compte qu'on a fait 10 chambres. Mais 10 chambres, quand on met l'électricité, à la fin, on a une facture de 1 million, on pleure. On a mis 10 chambres, tous les cousins du village sont venus dedans. Quand la facture de l'eau arrive, c'est 300 000 francs. À la fin de l'année, après la saison des pluies, on se rend compte que toute la peinture est tombée. Il faut faire la peinture. On vous donne une facture de 5 millions, on pleure. Or, si on avait fait une maison de 4 pièces, une villa basse comme on faisait avant, la peinture va vous coûter 200 000. Comme il y a 3 chambres, vous êtes dans une, vos enfants sont dans une, il y a une qui traîne, donc il n'y a pas une surpopulation. Donc quand la facture de courant arrive, c'est temps. On n'a pas mis de climatiseur, on n'a mis que des ventilateurs. Donc les gens sont habitués à ça, ils se sont mis dans un luxe furtif. Donc ils acceptent. Donc il y a une réalité quand on construit une infrastructure, il faut penser aux dépenses récurrentes que cette infrastructure peut générer dans le temps. Donc nous avons réfléchi à cela et nous avons fait des propositions pour dire que le sujet, il est complexe. Et très souvent, quand on l'aborde sur un pan simpliste. Et on se rend compte on se dit que c'est facile. Mais quand on rentre au-dedans des choses, qu'on pénètre la matière, on voit que c'est quelque chose de difficile, de complexe. Et voilà. Donc, je termine par ça. Donc, la question qu'il va falloir se poser, c'est de dire, est-ce qu'on construit des infrastructures pour un événement X ou bien on construit des infrastructures qui pourront servir à un événement? Merci beaucoup, monsieur Diarra. Vous avez mis l'accent sur un point vraiment important, celui du modèle de gestion du stade. Et c'est qu'en Europe, il y a un type de modèle qui est caractérisé par les clubs résidents. Certains clubs sont propriétaires de leurs infrastructures sportives. D'autres clubs, par exemple, je prends le cas du PSG. C'est un sujet qui est aujourd'hui brûlant. Il y a le club qui veut racheter le Parc des Princes. La mairie de Paris s'oppose. Donc, c'est vraiment déterminant. Aujourd'hui, pour vous, M. Georges Yao, qui est président du club, pensez-vous que le modèle structuré autour des clubs résidents serait un modèle viable en Côte d'Ivoire? Quand on sait également qu'il y a la CAF qui a imposé certaines normes au club de Ligue 1, pensez-vous que ce modèle de club résident serait un modèle viable avec le niveau de professionnalisation du football en Côte d'Ivoire? Ça, c'est une question très sensible. Déjà, il faut savoir, pour un club, quels sont ses revenus. Si je suis en Ligue 1 en Côte d'Ivoire, j'ai 100 millions de francs CFA de subventions qui me viennent de la FIF, versées pendant la durée du championnat, un peu avant, jusqu'à la fin du championnat, en diversement. Je dois chercher des sponsors qui, suivant mon positionnement dans le classement, en général c'est comme ça, ou suivant mes actionnaires, a un certain nombre d'ambitions. Donc si je suis dans le top 2 ou 3 de Côte d'Ivoire, je peux avoir un budget qui avoisine le milliard de francs CFA. Si j'avoisine le milliard de francs CFA, bon, 100 millions c'est bien, mais c'est pas grand-chose. On peut vivre sans, parce qu'on a quand même peut-être 800 ou 900 millions qu'on est capable de générer. Si je prends la SEC, ils ont une infrastructure sportive, hôtelière, qui s'appelle Sol Béni. Ils sont en train de faire une autre infrastructure qui leur apporte de l'argent. Ils ont des gros sponsors. Peut-être qu'eux pourraient se permettre de construire un stade. C'est ce que vous appelez, je pense, club résident. Ils pourraient se permettre de construire un stade, mais est-ce qu'ils peuvent mobiliser ce type d'argent? Un stade, je ne sais pas combien ça coûte, ça doit coûter au moins 20-30 milliards de francs CFA.
Est-ce que quelqu'un qui a un budget annuel d'1 milliard de francs CFA peut le faire? Ça, c'est une question. Si je prends les clubs qui sont un peu plus bas dans le ventre mou du classement, c'est des gens qui ont des budgets 250, 300 millions de francs CFA. Quand tu as un budget de recettes de 300 millions de francs CFA, comment tu construis un stade? Donc, je ne pense pas que aujourd'hui, hein, on espère que dans quelques années, des clubs pourraient avoir des stades où il y aura 20, 30 000 personnes. Je pense que la vraie réflexion, c'est de voir comment générer plus de revenus dans le sport, pas seulement le football. Bon, moi, je suis aussi au golf, puisque je participe au golf. On est en train d'organiser une compétition. Comment je me débrouille pour avoir des sponsors qui vont mettre suffisamment d'argent dans mon industrie sportive, que je sois au taekwondo, au basket, au judo, au football. Si j'arrive à capter ça, est-ce que aussi les sponsors, ils viennent? Quand on regarde les images, bon, moi je suis au Champroux tous les week-ends, j'ai 2 tribunes. La tribune dans laquelle je suis assis est pleine à 80%, la tribune qui est en face, elle est pleine à 5%. Si je suis annonceur, est-ce que je mets de l'argent dans ce business-là? Donc je pense qu'il faut avoir une réflexion beaucoup plus globale sur l'attractivité. C'est pour ça que c'est bien qu'on ait cette CAN. Parce que quand on aura la CAN, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront intéressés par le football et qui iront dans les stades. Si quand on a un afro-basket, on a fait l'afro-basket aujourd'hui, il y a une grosse attirance des Ivoiriens vers le basket, surtout qu'on a eu de bons résultats au Rwanda. Bon, malheureusement, on n'a pas gagné, on a été deuxième. Mais le fait qu'on ait ce type d'événement, ça crée de l'attractivité et c'est là qu'on va avoir des revenus. Donc, par exemple, si je reprends ma casquette fédération, oui, on a des revenus parce que on reçoit la CAN, on a notre équipe nationale. Bon, on espère qu'on va faire le meilleur résultat possible. Donc, j'ai des annonceurs qui viennent vers nous. Mais il faut qu'on ait des clubs qui soient positionnés à l'international, qui aient une vraie fanbase, etc. pour qu'on se dise, à Bobo, bon, on va construire, Sol FC va construire un stade à Bobo. Oui, il y a 1 million de personnes qui vivent à Bobo. Si on peut se débrouiller pour avoir 20 000 qui viennent au stade. Mais pour ça, peut-être qu'il faut que je voie la mairie, pour que la mairie me subventionne. Mais est-ce que construire un stade, c'est une priorité pour la mairie d'Abobo? Aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, malheureusement, notre industrie sportive n'est pas allée suffisamment vite pour pouvoir avoir ce type d'investissement. C'est pour ça que l'État dit, bah, je vais investir pour vous, et bon, après, on verra comment on gère les infrastructures. Mais je ne pense pas que la Côte d'Ivoire soit un pays très sportif. C'est mon avis personnel. Après, ça peut créer débat, mais quand vous étiez au lycée, etc., est-ce que vous étiez au cours de DPS tous les jours? Il y a des gens qui considèrent que ça n'a aucun sens. Pour moi, ça a du sens parce que moi, j'ai fait du sport tout le temps. Depuis que j'ai 5 ans, je fais du sport de compétition. Pas au football, bien d'autres sports. Donc, pour moi, c'est important de faire du sport. Je comprends qu'il y a des gens qui investissent dans le sport. Combien on a de mécènes en Côte d'Ivoire qui peuvent dire, bon, ma société donne 1 milliard par an pour développer le sport. Donc, pour moi, la vraie question avant la gestion de l'infrastructure, c'est de dire même comment on réfléchit à l'économie du sport en Côte d'Ivoire pour permettre que on soit dans une, comme il a dit, qu'on puisse de façon récurrente gérer nos infrastructures et de façon récurrente créer de la valeur. Peut-être qu'il faut des formations à l'INJS sur le management, peut-être que la RTI devrait faire plus de choses sur le sport. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, mais c'est pas seulement, il ne faut pas qu'on soit seulement sur l'infrastructure, à mon avis, il faut qu'on soit sur tout l'écosystème. Voilà. Merci beaucoup, Président. S'il vous plaît, Monsieur Nasser, j'aimerais également recueillir votre avis sur cette question. La question des stades résidents, c'est ça? Oui, bon, d'accord. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le meilleur modèle, encore moins même celui qui est le plus adapté chez nous. Déjà en Europe, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle de stade résident est davantage populaire en Angleterre,
Voilà, c'est en Angleterre que la majorité des clubs sont propriétaires de leur stade. Sinon, en France, par exemple, je pense qu'il y en a que un. Bon, il y a Lyon qui est propriétaire du Groupama. Derrière, il y a même encore, je pense que c'est la municipalité de Nice. Bon, il ne doit pas y avoir plus de 2 clubs en Ligue 1 française qui sont propriétaires de leur stade. En Espagne, c'est pareil. Le Camp Nou, c'est à la mairie de Barcelone. Santiago Bernabéu, c'est à la mairie de Madrid. En Italie, encore pire même. En Italie, ils sont encore dans le modèle des stades de 1990. Bon. Mais ce n'est pas pour moi le meilleur modèle. D'autant plus que dans l'écosystème de notre sport en général, de notre football en particulier, aujourd'hui, ça serait suicidaire pour un club d'être propriétaire de son stade. Je pense que ça peut être l'ultime étape dans le développement d'un club, de construire son stade ou racheter un stade pour en être le propriétaire. Mais aujourd'hui, on est tellement au stade basique qu'on n'est même pas encore à ce niveau. Voilà, faut pas rêver non plus. Après, ce dont M. Yao parlait tout à l'heure par rapport à l'écosystème même en général, mais je pense que cela est dû au fait que, peut-être même jusqu'à maintenant ou jusqu'à très récemment, le sport a été ou est encore perçu dans notre société comme un divertissement et non comme un business. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le sport, ce n'est pas un jeu, c'est un pan de l'économie. Je pense que le football en Europe, la place du football dans certains pays ce que ça génère au niveau du PIB de certains pays, c'est au-delà même de certaines industries. Donc aujourd'hui, le sport, c'est vraiment un business, mais qui peut occuper une place fondamentale dans le développement même d'un pays sous toutes ses formes infrastructurelles, sous les ressources humaines, le tourisme, etc., à vraiment plusieurs niveaux. Donc il faut qu'on puisse réussir ce passage-là de simple divertissement à business en tant que tel, pour pouvoir générer cette économie-là derrière qui va permettre le développement des infrastructures, quoi. Merci beaucoup. Et j'aimerais savoir aussi, on a parlé de l'écosystème. Au niveau du football, les acteurs principaux sont les clubs de football. Aujourd'hui, nous savons que généralement, les clubs de football en Côte d'Ivoire sont constitués sous la forme d'associations. Au regard de l'évolution de l'écosystème du football en général aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas migrer, est-ce qu'il ne faudrait pas évoluer vers un autre modèle? Je sais qu'en Europe, avant, certains clubs étaient structurés sous forme d'associations et par la suite se sont transformés en société. Est-ce qu'il ne faudrait pas évoluer aussi vers ce type de statut-là? En fait, si on regarde la loi du sport, normalement, on doit évoluer du statut associatif vers le statut de société. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une association qui porte le nom du club et j'ai une société de gestion de l'association derrière. Donc aujourd'hui, au niveau de la fédération de football, on met la pression pour que les acteurs se mettent à jour. En tout cas, ceux qui sont au niveau de la ligue professionnelle se mettent à jour par rapport à ça. J'ai une SARL ou une SA qui va gérer une société à responsabilité limitée ou une société anonyme qui vont gérer l'association. Ce qui va permettre, et on va plus loin aujourd'hui pour avoir les licences club en Ligue 1, il faut avoir un expert comptable ou un comptable, il faut avoir un commissaire aux comptes, il faut avoir un secrétaire général, etc. On est en train d'essayer de professionnaliser les choses qui vont permettre une meilleure gestion et qui vont permettre d'améliorer le fonctionnement de ces institutions. Donc, c'est des choses qui vont venir, mais la question fondamentale, c'est la gestion du changement. Parce que si, au départ, on s'est dit que c'était un loisir, aujourd'hui, tout d'un coup, on dit « Ah non, c'est plus comme ça. Moi, il faut que vous me donniez tel papier, il faut que vous ayez tel contrat, il faut que ceci... » C'est un peu difficile aussi pour les dirigeants de clubs qui ne sont pas forcément des gens qui comprennent tout ça. Vous venez leur parler de société anonyme. Bon. Moi, mon président fondateur,
je ne sais pas si vous lui parlez d'une société anonyme, c'est pas comme ça que lui il voyait son club. C'était son club. C'était son club. Maintenant, même si je fais une société, je peux faire une société anonyme unipersonnelle, ça va être la même chose. Mais là, je vais avoir quand même de la gouvernance avec un commissaire au compte, il faut regarder. Bon. Donc, ça va prendre du temps, mais on a déjà l'État qui a prévu dans sa loi sur le sport que ces éléments-là doivent être mis en œuvre. Maintenant, c'est à l'État de faire le contrôle pour s'assurer que c'est bien fait. Mais je vous dis que dans la pratique, les dirigeants des clubs, ils ont un peu de mal avec le changement. Donc tout changement qui n'est pas bien géré peut créer des problèmes. Je fais une parenthèse sur, par exemple, les subventions qu'on verse au club. L'année passée, au niveau de la fédération, qu'est-ce qu'on disait? On te verse une partie, tu viens justifier. Ben, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont appelé que je ne connaissais pas. Oh ouais, le président de la commission finance, là, tu nous fatigues avec tes pièces que tu demandes. Nous, on ne veut pas donner de pièces. Ou on a du mal à donner de pièces. Je n'ai pas de comptable, tu veux que je crée les pièces, comment? Vous voyez? Donc, on a des objectifs très hauts, mais qui sont parfois très corrélés de la réalité parce qu'on n'a pas forcément ce niveau de base en termes de compétences. Donc ces compétences vont venir, c'est à nous, à notre niveau, de voir comment on forme les dirigeants, comment on forme ceux qui travaillent dans nos clubs pour que ça avance. Bon, je pense que dans 1 ou 2 ans, on sera à un niveau beaucoup plus élevé. Voilà. Merci beaucoup, Président. Donc, on vient de le voir, le modèle du club résident ne serait pas viable au regard du niveau de professionnalisation du football en Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais rebondir avec monsieur Youssouf Diarra. Pensez-vous qu'on pourrait adapter le modèle appliqué au Stade de France en France, c'est-à-dire le modèle où l'État concède la gestion à un consortium, une société privée qui parfois signe des contrats avec des fédérations sportives, que ce soit la fédération de foot, la fédération de rugby, avec des promoteurs, tout et tout, pour pérenniser l'infrastructure, pour créer de la valeur, pour créer de la richesse. Est-ce qu'on pourrait également dupliquer ce modèle-là en Côte d'Ivoire? Bon, là, vous me mettez complètement dans une étude. Ce que je peux dire, l'État ne peut pas dire et se dédire. L'État a mis en place une structure pour gérer les infrastructures sportives. C'est l'Office national des sports. Et lui a donné, par ce fait, mandat de prendre les initiatives qu'il faut pour gérer. Donc ce mandat étant, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, encadré par des tests, il faut pouvoir regarder les tests pour que les tests puissent donner la latitude à cette structure de pouvoir entreprendre un certain nombre de démarches dans le style privé. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, la structure pourrait se doter de compétences en interne qui pourront exploiter l'infrastructure dans les différents domaines dont on a parlé, côté culturel, côté sportif, côté marketing, tout et tout. Mais ce qui est au-dessus de tout ça, il faut comprendre que quand l'État construit un bien, et c'est ce qui fait la différence entre l'État et le privé, ce n'est pas la recherche du gain, du bénéfice. L'État a une source de bénéfice, de gain, d'avantage qu'on appelle l'intérêt sociétal. Donc, à travers le stade, il faut que les jeunes du quartier puissent se lever un jour pour dire « nous, on va aller au stade ». Si on ne va pas, on brûle tout. Mais le privé va dire « non, il y a des règles. Ma pelouse, je l'entretiens à 1000 millions, donc je ne peux pas accepter que FC, cite-moi deux quartiers de Korogo, il y a sinistré, quartier sinistré contre quartier, laisse-moi fabriquer, non, bon, Poroka. Les deux ne peuvent pas venir jouer là. Ou bien le quartier
Djulabougou, je n'en sais rien, Ponon Vogo, dit, bon, ok, nous, aujourd'hui, on va recevoir tous les max du Nord. On a besoin d'un endroit où on peut les réunir. Et le stade là, c'est à ça. On veut y aller, il faut la demande au préfet. Qu'est-ce que le préfet fait? Il va dire oui. Donc, il y a cette utilisation que l'État fait de ces infrastructures en arrière. Donc, prendre un modèle là-bas, venir mettre chez nous, ça peut créer des frictions. Mais, ce dont je suis d'accord avec les deux frères, c'est qu'il nous faut un business model. Mais en même temps qui allie la recherche de gains pour pouvoir entretenir et occuper le stade, mais en même temps qui permet de créer ce lien avec l'aspect sociétal pour qu'on puisse aller dans ces infrastructures. Et il a dit, avant, quand vous regardez le naming des ministères, c'était ministère du sport et loisirs, ministère de la jeunesse et loisirs. C'est-à-dire que nous, il y a un travail fondamental à faire à notre niveau, c'est l'évolution, c'est le changement de comportement et faire évoluer la mentalité. Et donc, pendant que dans des pays, le sport, c'est une affaire de gros sous, c'est une affaire je n'en sais rien. Mais nous, on a encore à arrimer le sport à loisir. C'est-à-dire que, bon, on n'a pas encore compris. Non, parce que quand vous voyez les débats sur les réseaux sociaux, les débats dans les quartiers, les débats avec nos intellectuels, on vole bas. Parce que nous, dans notre débat, c'est de dire, bon, Georges, là, il a mal fait ci, lui, là. Non, il faut élever le débat. Il faut élever le débat, sans s'insulter. Faire le choc des idées. Nous, quand il y a un petit problème net, il faut qu'on s'empoigne. Non. Hegel dit que les contradictions sont le moteur de l'histoire. C'est quand il y a un problème là, que les gens cherchent à aller devant. Mais nous, on cherche à se tuer. Ah, non, quand il y a un débat, il faut mener la réflexion. Menons la réflexion ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut créer une économie sportive. Comment est-ce qu'on peut, à travers les infrastructures sportives, créer des activités génératrices de revenus? Comment est-ce qu'à travers les infrastructures sportives, on peut créer l'attractivité autour de nos différentes régions en créant une chaîne de valeur d'hôtels, de restaurants, voilà, des choses de qualité? Comment est-ce qu'à travers les infrastructures sportives, chaque année, on peut faire un gala à Korogo, faire venir, je n'en sais rien, une équipe du Maroc et une équipe d'Afrique du Sud à Korogo pour jouer? Comment est-ce qu'on peut faire un panel chaque année dans le stade de Korogo pour montrer les activités qui peuvent être générées du sport? Comment est-ce qu'on peut expliquer les métiers du journalisme et autres sportifs? Donc, comment on peut mettre un programme en place chaque année pour que ce stade-là ne soit pas que l'affaire du ministère des Sports, l'affaire de ceci, de cela, mais qu'on monte des projets en tant que jeunes, parce que quand vous allez en Europe, ceux qui sont devant les équipes, c'est 23 ans, c'est 24 ans, ceux qui gèrent les choses. Donc, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas monter cela? Donc, quitter dans les discours creux, dans les débats furiles et paresseux, pour nous amener à des choses qui peuvent nous apporter un gain. Merci. Merci beaucoup, monsieur Diarra, d'où l'intérêt d'avoir organisé cette conférence. Parce que chez Denkiem, notre credo, c'est ça. Hein. C'est le principe du contradictoire, aller au débat, aller à la réflexion, nourrir la réflexion. On a besoin des réflexions des uns et des autres. Voilà, parce que c'est du contradictoire, c'est de la réflexion que jaillira la lumière. Et là, on vient de comprendre que du point de vue de la gestion des infrastructures de la CAN 2023, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, il faut dire que la CAN sera vraiment un élément catalyseur, a été un élément catalyseur du développement en Côte d'Ivoire. Et également, c'est un outil pour le rayonnement et l'attractivité de la Côte d'Ivoire à l'international. Et je pense également, comme l'ont dit nos brillants panélistes, qu'il faut repenser le sport, qu'il faut penser professionnalisation du sport. Et puis voilà. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole au public.
parce que, comme je l'ai dit, c'est la réflexion, c'est l'échange et l'interaction. Donc, n'hésitez pas à lever les mains. Les hôtels sont là, ils vont distribuer des micros. Et puis, je prends vos différentes questions pour nos panélistes. Je vous remercie.